à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre émission Espace Miné. Nous sommes mercredi. Il s'agit de mercredi diaspora. On vous le disait en ouverture ce matin. Nous parlons justement de cette diaspora camerounaise avec une question. Quelle contribution pour l'élection du 12 octobre 2025 au Cameroun? Je passe d'abord la parole justement à Nafissatou qui vit du côté de la Suisse. Donc elle est donc de la diaspora. Alors, l'élection du 12, ça vous dit, Nafissatou? Alors, ça me parle complètement parce que je suis inscrite sur les listes électorales. Ah, vous êtes inscrite. Le 12 octobre. Et il n'y a pas eu de problème pour qu'on puisse vous inscrire là-bas parce qu'il y a beaucoup de Camerounais et Camerounaises vivant à l'étranger qui disent que ce n'est pas évident de s'inscrire. Alors, l'un des freins à la participation de la diaspora, c'est bel et bien le fait que les bureaux de vote, si vous voulez, se trouvent dans les représentations diplomatiques ou dans les ambassades. Donc, du coup, pour les gens qui vivent, par exemple, aux États-Unis, pour aller voter, il faut faire un long voyage, il faut prendre un congé pour aller s'inscrire. Et ça, c'est un peu compliqué. Ça devient compliqué. Nous, on a encore la chance en Suisse, on a Genève, on a Berne. Donc, de toutes les manières, la Suisse est petite, donc on s'inscrit facilement. Alors, Nafissatou, pour cette élection, vous qui êtes de la diaspora, comment vous entendez contribuer pour que cette élection se déroule dans de bonnes conditions? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs freins déjà à la bonne contribution de la diaspora. Le premier sont les conditions cadres, dont fait partie ce problème de bureau de vote. Le deuxième, c'est que la majeure partie de la diaspora a le problème de double nationalité. Si vous voulez, quand on arrive dans un pays, on a le problème de nationalité. Avec la nationalité du pays, on a plus de facilité. Et du coup, au début, on se débrouille à avoir la nationalité pour pouvoir mieux vivre, avoir moins de difficultés à s'intégrer. Et ça nous fait perdre nos droits, en fait, parce que normalement, on votait dans d'autres pays, c'est notre droit. Ça nous fait perdre nos droits. Et pour moi, pour que tout se passe bien, on doit commencer par réfléchir sur les conditions cadres. On commence par là. Passons la parole à Bernard Owona. Bernard Owona, cette diaspora, certains pensent qu'elle est de plus en plus importante. Est-ce qu'elle peut avoir une contribution pour l'élection à venir? Naturellement, la diaspora a une contribution importante dans la réussite de cette élection sur le plan de la participation. Effectivement, je voudrais simplement à la suite de madame préciser que il y a beaucoup de gens qui font du bruit de l'autre côté, chez vous là-bas, en Europe, en Amérique, beaucoup de bruit qui font du tollé, parfois qui ne sont pas capables de s'inscrire. Parce que la vérité aussi que vous ne dites pas, madame, c'est que pour s'inscrire, il y a quand même certains papiers qu'il faut présenter. Oui. Et c'est là le piège. Donc, quand vous êtes un sans-papier, vous comprenez que vous ne pouvez pas aller à l'ambassade Il y a beaucoup de sans-papiers là-bas. Cameroun. 80% à peu près. 80% à peu près sont sans-papiers. Ce matin, je lisais une chronique où il y a 2000 demandes d'asile politique au Canada venues du Cameroun. 2000 asiles politiques. Demandes d'asile politique qui ont deux motifs. Premier motif, leur opinion politique. Deuxième motif, leur penchant sexuel. Ah bon? Oui. Ce matin. Ça devient un bon couloir. 2000 étudiants camerounais dont leurs dossiers sont en train d'être étudiés en ce moment au Canada. Ils ont prétexté qu'ils ont des problèmes d'opinion politique ou de penchant sexuel. Donc c'est pour dire que quand les gens ne sont pas en règle dans un pays à l'étranger, il va de soi qu'ils ne puissent pas s'inscrire sur une liste électorale pour pouvoir voter. Les compatriotes qui sont en règle sont comme madame ici. Vous voyez comment elle vous dit qu'elle a un beau et un gros salaire, elle est infirmière, sa vie dose, elle n'a pas de souci, elle s'est inscrite, elle va voter sans tambour ni trompette. Voilà donc des vrais Camerounais. Et voilà ceux et celles qui doivent nous aider à avoir une élection normale, une élection où le Camerounais normal doit participer. Oui, allons-y, Nafissatou. Je voudrais revenir sur ce qu'il a dit parce que moi, j'aimerais pas me pencher sur ceux qui n'ont pas de papier. Même si on reste sur les 20% qui sont en règle, s'inscrire et aller voter, c'est toujours une difficulté. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, prendre 2 jours de congé pour aller voter, c'est quand même trop. Oui, c'est vrai. Voilà. Pour moi, on n'utilise pas assez la diaspora. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites par la diaspora pour faciliter le vote, par exemple. On peut décider de faire un vote en ligne ou par correspondance.
Comme ça, quelqu'un qui a... Comme ça se passe ailleurs. Hein. Comme ça se passe. En fait, si vous voulez, on peut même utiliser les États-Unis ont ce système-là. Voilà, parfois même ils votent avant même le jour du vote. Voilà. Oui. Alors, pourquoi ça ne se passe donc pas comme ça au Cameroun, François Mboké? Est-ce que c'est parce que le régime avait mis sur pied un mécanisme comme si la diaspora n'existait pas? Et lorsque ils font leurs choses, entre guillemets, la diaspora n'est pas au niveau de leur plan de gestion. Oui, nous pouvons le dire. Hein. Je suis quand même surpris que depuis la sortie du grand dialogue national, où on avait fait beaucoup de propositions pour ramener nos compatriotes. Parce qu'il ne faut pas seulement penser que la diaspora, ceux qui sont en Europe, hein, celle qui est en Afrique est la plus nombreuse dans les pays africains. Donc, pour essayer d'intéresser des Camerounais de l'étranger aux affaires de leur pays, il y a eu beaucoup de propositions, mais jusqu'à ce jour, vous avez vu, c'est comme si notre gouvernement a peur de ceux qui sont à l'étranger. Il y a d'abord que la promotion des cadres camerounais à l'étranger a cessé. Vous avez vu ces derniers temps, il y a très peu de Camerounais, sinon ceux qui sont battus par eux-mêmes, qui sont dans les postes à l'étranger. Donc, notre gouvernement a fait un grand travail à faire pour intéresser la diaspora, qui est aujourd'hui une grande force économique pour le développement. Le Cameroun en a besoin. Tout le temps, vous voyez là, le ministre des Finances est habilité à aller s'endetter pour 200 milliards, 300. Si on intéresse véritablement notre diaspora, on peut combler un certain nombre de choses. Et surtout, si on met des programmes fiscaux, tels que nous l'avons fait au niveau des États généraux, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que la diaspora essaye de participer activement à la vie publique au Cameroun, pas seulement au niveau des élections. Maintenant, si on reste au niveau des élections qui nous intéressent aujourd'hui, j'ai l'impression que ceux qui organisent l'élection au Cameroun ont peur d'ouvrir. Il est quand même existe depuis un certain nombre d'années. Et de quoi auraient-ils peur? Oui, ils ont peur parce qu'ils veulent continuer de contrôler le fichier électoral. Ah bon? Vous voyez le débat qu'il y a aujourd'hui, on ne sait pas combien on est inscrit, ou pourquoi on ne publie pas le fichier électoral, qui devrait être un outil public. Nous pouvions l'avoir dans nos rédactions et essayer de nous-mêmes faire nos... Vous soupçonnez Elecam de ne pas jouer franc jeu? Oui, il ne joue pas franc jeu, ça il faut le dire. Et rien ne l'interdit de mettre le fichier électoral à la disposition de tout le monde. Nous, les médias, par exemple, qui allons couvrir les élections, on pouvait en avoir besoin pour faire un certain nombre de simulations, un certain nombre de calculs. Et c'est important, cette transparence est importante. Maintenant, on ne peut pas attendre l'élection chaque fois pour essayer de dire que des Camerounais, venez vous inscrire. Pourquoi des Camerounais ne s'inscrivent pas? Aujourd'hui, nous peinons à atteindre 8 millions. 10. C'est-à-dire que nous peinons. Mais le Tchad est à 10 millions hein, de lecteurs. Vous voyez? Donc, il faut amener des Camerounais à aimer leur pays, à aimer participer dans la vie publique du pays. On a vu Elecam, depuis pratiquement 2 ans, 3 ans, mener des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation pour amener les Camerounais à aller s'inscrire. Ou alors ce sont les Camerounais eux-mêmes qui sont têtus. Non, lorsque vous avez une fonction publique comme celle-là, vous devez vous montrer neutre. Aujourd'hui, les Camerounais soupçonnent fortement Elecam de ne pas être neutre. Cela peut se vérifier au travers des agissements de ceux qui sont, que ce soit au conseil, que ce soit la direction. Ces soupçons sont basés sur quoi? Sur leur comportement vis-à-vis des autres. Par exemple, candidat. Quand un candidat du parti... Et même leur appartenance antérieure. Voilà. Et quand vous voyez un candidat du parti, ou alors une personnalité du parti RDPC, qui arrive dans leurs locaux, l'accueil est différent. Chaleureux. Voilà, c'est différent qu'un parti, un responsable d'un parti d'opposition. Alors que tous sont des responsables camerounais, sont des responsables de parti, mais on ne comprend pas pourquoi. Et les CAM, bon, on peut élargir, hein, peut-être Minat, tous ceux qui, même les gouverneurs, les préfets, ils tombent, même les chefs d'ailleurs, tout le monde qui font partie du processus électoral. Ils tombent dans ce piège de s'aligner ouvertement du côté du parti au pouvoir, alors que quand je vois l'intention du président de la République, qui est le président du parti RDPC, c'est parce qu'il attend la démocratie. Nafissatou voulait ajouter une ou deux choses. Oui. Moi, je pense que le fait que les jeunes ne s'inscrivent pas, c'est pas seulement parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer, c'est aussi qu'ils n'ont pas de culture politique. On ne nous apprend pas assez l'utilité de la politique dans ce pays. Ah ouais. Je pense que si vous entrez dans une classe de 3e et vous demandez à un jeune pourquoi il faut aller voter, ou est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il sait quoi sur les élections, est-ce qu'il sait qu'il faut un programme électoral et tout, il dira non parce qu'on n'apprend pas ça chez nous.
Merci. Hein. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils sont très avisés. Hein. Ouais. On va passer la parole à Fadimatou. Fadimatou, le régime a un problème contre la diaspora. Pas du tout. Pourquoi vous le dites? Et pourquoi ils ne mettent pas sur pied un certain nombre de facilités? Vous avez suivi Nafissa tout à l'heure. Pour aller voter, il faut parfois 2 jours. Non seulement pour voter, pour Pour s'inscrire s'inscrire. même. Le régime met toutes ces facilités pour que ces Camerounais se sentent aussi à l'aise que nous autres qui sommes ici au pays. Et le régime attend plus une diaspora responsable. Une responsable qui prend ses responsabilités. Notre diaspora, je ne vais pas dire qu'elle est essentiellement, mais il y a des brebis galeuses parmi ceux-là qui montrent le mauvais côté, le mauvais visage de cette diaspora. Quand on vandalise par exemple les ambassades, quand on agresse les membres du gouvernement qui se... Et c'est ce qui fait en sorte que vous ne Je puissiez suis pas en donner train les de parler, facilités pour s'inscrire sur les listes je suis électorales. en train de parler d'une diaspora responsable. Donc, le régime tient à ce que cette diaspora contribue d'une façon efficace aux élections présidentielles au Cameroun. Déjà par le transfert de la compétence. Ce qui se passe ailleurs, ils peuvent aussi nous proposer cela au Cameroun. Deuxièmement, par le financement de la campagne et même certains projets de développement. Voilà où nous attendons la diaspora. La diaspora peut aussi, dans un autre sens, être membre, par exemple, de l'ECAM, afin d'observer les élections pour la transparence, dans le but d'être transparent. Ça, c'est important. Je vais vous prendre l'exemple du Congo, ces derniers temps, avec leur diaspora. Comment ils mettent la pression pour la libération du ministre Moutamba. Et comment ils mettent la pression sur le pasteur Marcelo pour la justice à Maman Blanche. C'est plus la diaspora, on voit cette diaspora qui est présente. Et moi, j'aurais aimé connaître cette diaspora-là. Que si jamais les problèmes ici au pays nous dépassaient, que cette diaspora prenne la relève et qu'ils essayent par des voies démocratiques. Est-ce que le régime écoute d'abord sa diaspora? Le régime écoute très... Vous avez toujours le discours selon lequel il y a une diaspora irresponsable, il y a une diaspora responsable. Mais ça ne manque pas. C'est pas que ça ne manque pas. Tout comme ici au pays, il y a les jeunes responsables et d'autres qui ne sont pas responsables. Ça ne devrait pas manquer, ça ne devrait pas être un problème. Mais, je dis, la diaspora devrait impacter notre pays. Impacté dans différents domaines que j'ai cités ci-dessus. Nous attendons la diaspora dans ça. Nous voudrions aussi savoir que si des problèmes qui ne sont pas réglés ici par nous jeunes, que cette diaspora prenne la relève. Et c'est là où nous attendons la diaspora. Nous ne disons pas que non, ils ne sont pas irresponsables. Non, pas ça, ce n'est pas le problème de responsable ou d'irresponsable. Mais qu'ils prennent plus leurs responsabilités dans ce sens où ils doivent être un recours pour ceux qui sont ici. Et par ailleurs, cette diaspora, nous l'attendons vraiment dans les élections, au niveau du Cameroun, pour les élections. Cela ne signifie pas qu'ils ne devraient pas aller voter, faire leur devoir citoyen. Voter, c'est déjà un devoir citoyen. Quelqu'un a dit ici, 20% ceux qui ont les papiers, ceux qui sont en règle. Que ces 20% encouragent donc les 80% à être en règle et avoir un pouvoir de décision. Parce que leur voix compte. Parce que leur voix compte et parce qu'ils sont... Très bien. Ils sont nos... Comment dire? Ils sont notre espoir. Merci. Merci Fadimatou. Alain Douk, diaspora camerounaise. Quelle contribution pour une élection meilleure? La contribution ne peut qu'être mitigée. Vous savez, il y a eu, comme le disait l'aîné Mboké, des dispositions qui avaient été conçues dans le cadre du grand dialogue national. Et là, c'est une initiative qui était gouvernementale. On s'attendrait donc, quand l'initiative vient de vous, que vous passiez à l'action.
Et on voit que même sur des résolutions, des dispositions prises par vous, vous avez créé une situation de statu quo, vous avez créé un enlisement, vous avez créé un piétinement. Or, l'économie globale de la relation entre la diaspora et la gouvernance du pays montre un soupçon de conflictualité et d'aversion établie. Le gouvernement ne prend pas en compte sa diaspora. Je le disais, ces dispositions ne sont même pas mises en exergue et il y a déjà un certain nombre de verrous. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont déjà frustrés sur nombre de plans, quand ils viennent ici, on les tracasse au travers de la corruption, les pots de vin, on leur demande de payer ci ou ça en termes de visa pour rentrer sur la terre natale, etc. Il y a un nombre terrible de tracasseries, mais vous dites quand même que ces gars doivent toujours être très motivés à participer au développement. C'est assez contradictoire. Quand les gens commencent à être frustrés, ils n'ont plus l'engouement qu'il faut pour réagir de la manière optimale escomptée. Il faut qu'on ait l'honnêteté de le reconnaître. C'est d'abord là le problème. Si vous les considérez comme des citoyens d'un autre ordre, je ne sais pas, 3e rang, 4e rang, ou alors vous les excluez, on va le ressentir dans la façon de participer ou l'engouement à participer dans les affaires du pays. Et encore que, même dans cette frustration, les gars arrivent quand même à vous produire l'équivalent de 2% de votre PIB. Ça veut dire qu'en réalité, ils n'ont besoin que de la libération de la voix pour exprimer leur potentiel et on sait qu'ils en ont. Bien, maintenant, est-ce qu'on les prend au sérieux? Parfait. Oui. La diaspora. Nous avons aujourd'hui près de 2 550 000 voix, un peu plus, de Camerounais au finish inscrits sur les listes électorales. Alors, est-ce que la diaspora peut véritablement faire basculer ce vote? Je dis non. S'il faut s'en tenir aux statistiques. 2 500 000 pour tout le... Non, non, je dis 8 250 000, tous les inscrits. Tout le corps électoral. Tout à fait. Voilà. Maintenant, la diaspora représente quand même près de 16 000 personnes. Faites le ratio et vous rendez que nous avons un pourcentage de 0,00, un pourcentage nul. C'est-à-dire qu'après la virgule, il y a 2 zéros, puis il y a un 2 qui vient après. C'est une nullification de la contribution de la diaspora. Ça veut dire qu'elle ne représente rien. Dans la façon... On ne doit donc pas les battre campagne. Non, je veux dire à quel niveau elle peut contribuer, mais je veux dire statistiquement parlant, elle ne représenterait pas, statistiquement parlant, une force capable de faire basculer, même comme nous sommes dans un scrutin à un tour, et que vraiment la différence peut se faire sur une voix, etc. Mais on interpelle l'interprétation des statistiques, et on voit qu'avec un pourcentage aussi nul, bon, statistiquement, on voit que c'est pas une force. C'est pas une force. Le pourcentage est nullifié. Je vais sortir. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, puisque le pourcentage est nul, elle peut quand même chercher à influer d'une autre manière. C'est-à-dire que, en stimulant dans le corps électoral ceux qui finalement ont décidé de participer à ce jeu qui, de la vie de plusieurs, pourrait être pipé, mais qui ont quand même initié la démarche de participer au jeu, il y a environ il y a un excédent par rapport à 2018 de plus de 2 millions de personnes qui se sont greffées à nouveau. Or, déjà en 2018, il y avait beaucoup d'abstention, beaucoup de refus de participation, bien qu'étant inscrits sur les listes électorales. Vous voyez donc qu'il y a un enjeu majeur, la diaspora, au travers donc de sa capacité d'influer sur les masses, d'influer sur ceux qui sont sous leur autorité, parce qu'il faut aussi le dire, beaucoup de pays dépendent d'eux, même économiquement parlant. Ils peuvent donc essayer donc de procéder à une espèce d'action de back-office au travers d'un soft power pour dire vraiment, allez-y, allez-y, il y a d'énormes enjeux, participez, demandez aux autres de participer, faire intervenir même leurs moyens logistiques, financiers, etc. pour qu'il y ait une participation de masse à ce scrutin, pour qu'il y ait une mobilisation, pour que les gens aient de l'engouement, de l'entrain à participer au jeu, pour faire basculer la chose au final. Très bien. Ce n'est qu'à ce niveau que véritablement leur investissement peut changer un tout petit peu la donne. Parfait. Merci Alain. Oui. D'abord François Mbokey. Oui, une seconde pour dire que nous ne comprenons pas aujourd'hui pourquoi les autorités camerounaises freinent l'entrée des services au niveau informatique. On pourrait, pour ceux qui sont à distance, leur permettre, aujourd'hui pour avoir votre visa,
Vous n'avez plus besoin de vous d'aller à l'ambassade. Vous le faites et puis c'est quand c'est confirmé que vous venez prendre le reste. Alors, on pourrait faire la même chose pour les cartes lecteurs. Aujourd'hui, vous voyez même la carte d'identité, vous n'avez plus besoin d'aller mener une paperasse. Tout se passe presque au niveau informatique. On a besoin de votre présence que pour finaliser. Pourquoi au niveau de l'élection, tout cela n'est pas fait? D'où le soupçon donc qui continue de grandir parce que on nous a d'abord présenté une carte qui devait être biométrique. Et la biométrie, c'est quoi? L'iris et le pouce. Ça veut dire que vous appelez ça quoi? L'empreinte digitale. C'est ça qu'on appelle la biométrie. Qu'est-ce qu'on nous a fait? Des cartes informatisées qu'on peut fabriquer en Guaquélé ou ici dans votre secrétariat. Il y a eu donc déjà ce faux qui fait qu'aujourd'hui, plus un Camerounais se retrouve avec 3 cartes de lecteur et cela ne peut pas permettre que... Parce que si c'était l'avantage de la biométrie serait quoi? Quand madame est ici, le jour du vote, elle s'en va n'importe où, elle peut voter, et il n'y aura jamais 2. C'est-à-dire que ça vous distingue, vous êtes seul, vous pouvez voter partout. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un bureau de vote où on vous a inscrit parce que le jour du vote... diminue fortement voilà, les risques de fraude. Voilà, et parce que le jour du vote pouvait ne pas être là où on vous a inscrit pour une raison ou pour une autre. Mais votez là où vous le trouvez. C'est tout. Oui, parfait. J'avais des choses à dire qui m'ont quand même frappé. Madame Fadimatou, j'ai vraiment apprécié votre intervention, mais dans l'autre sens, parce que je me suis dit, non, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de gens dans la diaspora, parce que tout ce que vous avez dit, les Camerounais aiment le Cameroun. Il n'y a aucun Camerounais qui n'aime pas son pays, ça n'existe pas. On se rencontre tous les jours, on se dit tous les jours, il faut qu'on fasse quelque chose chez nous. Je peux vous citer des exemples à ne plus finir. Des personnes qui sont venues au Cameroun, qui ont essayé de mettre des choses en place, mais qui ont été bloquées parce que tu vis dans la diaspora, tu n'es plus Camerounais, on ne te connaît plus, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as plus le droit de faire cela. Il y a même des gens qui ont fait des conteneurs de matériel médical, j'en connais personnellement, qui ont fait des conteneurs, qui sont arrivés à Yaoundé, à Douala, et puis on a dit qu'il faut dédouaner. Je viens dédouaner pour aider mon pays, pour mettre dans vos hôpitaux gratuitement. Je paye avec mon argent. Ce sont des choses que les Camerounais font, mais en fait, on ne voit pas ces Camerounais-là, on voit seulement ceux qui cassent. Il y a trop de Camerounais qui ont beaucoup de projets, qui veulent s'installer au Cameroun et à qui on met des bâtons dans les roues parce que chacun veut manger sa part sous sa table. C'est très vrai. Parce que chacun veut son intérêt. Non, si tu ne donnes pas ma part, tu ne passes pas. Et des gens qui souffrent pour avoir leur argent, qui se disent, si c'est dans telles conditions, je vais au Gabon, je vais en Guinée. Vous pouvez faire le tour de l'Afrique, vous allez trouver des Camerounais qui sont des patrons dans ces pays. Pourquoi? Parce que le Cameroun leur a tourné le dos. Donc quand vous avez fait cette interview, je me suis senti beaucoup touché parce que on aime tous notre pays. Je suis d'accord avec vous, hein, mais je connais beaucoup de Camerounais de la diaspora. Tout simplement pourquoi je suis à la création d'entreprises depuis 8 ans aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire que tout ce qui vient de la diaspora pour créer quelque chose ici au Cameroun passe par moi. Et ça, je le sais. Et Dieu seul sait combien de les facilitations que je permets à ces différentes personnes. C'est aussi ça l'amour du pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des embûches qu'on ne devrait pas le faire. Aujourd'hui, on m'a donné, comment on dit, des flèches au niveau du RDPC. Mais j'encaisse et je continue le chemin. Je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, il faudrait que je me arme de beaucoup de courage et de détermination. Ce n'est jamais facile d'investir. Je suis dans le domaine. Ce n'est jamais facile d'investir. Mais je pense que la diaspora peut changer la donne. C'est pourquoi je dis qu'il faut une diaspora forte et décisive. Il faut une diaspora forte et décisive, selon Fadimatou et Alain Douk, qui lève le doigt comme à l'école primaire. Cette inflation sur une certaine diaspora, on grossit ce que cette diaspora fait parce qu'elle casse, etc. Le fait de casser et de s'exprimer d'une certaine façon ne veut pas dire que cette diaspora-là n'aime pas le pays. Elle est peut-être exacerbée et elle n'arrive pas à se contenir et elle s'exprime mal. Elle refoule ses frustrations. Maintenant, qu'est-ce que gouverner? On dit souvent que gouverner, c'est prévoir. Mais gouverner aussi, dans une certaine mesure, c'est savoir tirer le bon parti des choses et annihiler les risques et les problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc pour que le bon parti soit tiré de la diaspora?
Alors, regardez-moi ça. Vous êtes là-bas en diaspora, vous avez à peine, pour le monde entier, toute la diaspora camerounaise, à peine 16 000 personnes inscrites sur les listes. Pourquoi on ne permet pas à ceux qui sont à l'étranger, même en situation irrégulière, et qui peuvent attester qu'ils sont camerounais, de participer aux décisions du pays? Quand on connaît comment ça se passe ici, la loi, c'est la loi. Non, par exemple, quand la loi est mauvaise, il faut la dénoncer. Oui, on ne fait pas la loi pour... Non, non, on ne fait pas la loi pour des animaux. On ne fait pas la loi pour des animaux. Même le fait qu'ici, on a déjà une carte nationale d'identité, mais on veuille qu'on ait encore une carte d'électeur pour aller élire. La carte d'identité devrait même, si on est sérieux, suffire pour passer au scrutin. Est-ce que vous le saviez? Pourquoi on crée cette espèce de contorsion? Ça s'appelle la carte d'électeur. Parce que l'autre s'appelle la carte nationale d'identité, l'autre s'appelle le passeport. Je voulais donner une précision sur ce que tu as dit là, Alain. Ailleurs, ça se fait. Alain, vraiment, on ne peut pas dire que les casseurs d'ambassade sont des gens à pardonner. Non, moi, on ne peut pas dire que des voyous qui enfarinent un membre du gouvernement de la République doivent être pardonnés. Non, on ne peut pas tolérer ça. C'est excessif. Qui a parlé de pardon? Non, non, parce qu'il faut vous demander qu'on leur fasse trop de largesse parce que... qu'on en tire profit. Non, voilà le terme. Vous êtes en train de dévoyer mes propos. Non, je suis sur le plateau. Le bon parti, c'est la bonne diaspora. Qu'est-ce que ceux qui ne font pas des casses ont à nous apporter? Est-ce qu'on est en train d'optimiser ce qu'ils ont à nous apporter? Maintenant, comment on fait pour endiguer, annihiler les frustrations qui se retrouvent chez ceux qui sont violents? Vous dévoyez mes propos sur le plateau pendant que ceux qui sont violents doivent d'abord apprendre à être en règle. C'est ça. Ils doivent d'abord apprendre. C'est la première condition, la première des conditions. Ceux qui sont violents là, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Premièrement, quand vous partez par le désert ou par la mer, arrivez là-bas, vous devez faire des efforts pour vous accommoder. Mais même quand ils sont dans ces conditions, s'ils réussissent, vous les célébrez par la suite. Non, quand ils partent d'abord, quand ils réussissent politiquement, nous récupérons. On peut brandir ça comme un trophée. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne voulez pas ils ont d'avoir les messages. Oui, parfait, ici. Vraiment, une seconde. Pour dire qu'on n'a vraiment pas besoin que des gens viennent s'inscrire. Dans les pays sérieux, on sait que la majorité c'est 18 ans ou 20 ans. Dès que vous avez l'âge, on sait qu'on vous compte déjà comme quelqu'un qui va voter. On ne peut pas savoir si vous êtes un bandit ou si vous êtes à l'étranger. Donc c'est cela qu'on devrait faire.